Bienvenue à toutes et à tous sur l'exclu Roubaix Web spécial élection municipale. Vous savez qu'en 2026, les 15 et 22 mars prochains, les élections permettront aux Roubaisiens, aux Roubaisiennes d'élire leur nouveau maire. Aujourd'hui, on reçoit, comme on le fera avec tous les candidats, un candidat Rachid Rizoug. Bonjour Rachid. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci d'être venu. Alors, vous êtes, vous, le porte-parole, représentant, on va en discuter, mais de la liste Démocratie Directe. C'est bien cela. On va peut-être commencer par une présentation. Qui êtes-vous? Quel est votre lien avec la ville de Roubaix? Oh, c'est très rapide, hein. Moi, je suis né en Algérie. Je suis arrivé ici avec mes parents et mes deux grands frères en France à l'âge de 3 ans et demi. J'ai suivi d'abord en habitant dans le quartier Édouard Ancel, dans une courée. Ensuite, très rapidement, une deuxième courée, rue Jean Moulin, cour Pénel de mémoire. Et enfin, tout aussi rapidement, on est devenu propriétaire d'une maison rue Saint-Quentin. Donc mon quartier, c'était celui-là, hein, à peu près entre ces différents points. Pour l'école, je suis allé à l'école Michelet, rue du Coq Français. Pour le lycée, pour la maternelle, je suis allé à la rue Beauroir d'abord, juste à côté de la rue Henri Lefebvre, la première maison où on habitait, à côté de la rue Saint-Quentin. Et donc, de la maternelle à l'école primaire, à l'école Michelet, rue du Coq Français, je vous l'ai dit et je le répète, et de là, le lycée Van der Merch. Donc vous avez fait un parcours 100% roubaisien. Ah, complètement. Même après le lycée, c'était plutôt la cité scientifique de. Enfin, je vais vous l'expliquer. Et donc, alors juste une petite anecdote quand même. À l'époque, le lycée Van der Merch, les trois ponts, là, étaient encore en travaux, hein. Il y avait des démolitions, etc. Le lycée Van der Merch était considéré comme le lycée des riches roubaisiens ou des meilleurs élèves des écoles primaires. Et de fait, dès que je suis rentré en sixième, j'ai décroché tous les premiers titres. Je lisais beaucoup, j'étais très, comment dire, très pris par les études, hein. Même si j'ai pratiqué beaucoup de sport en même temps. En fait, j'avais un emploi du temps chronomètre, études, sport, et toute ma vie jusqu'à l'âge de 30 ans où j'ai arrêté le sport. Et donc, après le lycée, je voulais suivre des études courtes parce que j'avais besoin de travailler, j'avais envie de travailler. Donc, j'ai préparé un DUT. C'est l'équivalent maintenant du BUT, quelque chose comme ça, un DUT en informatique de gestion. De là, j'ai commencé à travailler et en même temps, je me suis inscrit au Conservatoire national des arts et métiers pour préparer un diplôme d'ingénieur en informatique. Et dans la foulée, je me suis inscrit à l'ICAM, Institut catholique des arts et métiers aussi. L'école d'ingénieur à Lille. Et, oui, et j'en suis sorti avec un diplôme de, euh, en informatique industrielle et automatisme. Vous savez, les robots, les automates programmables, etc. Donc, à partir de là, j'étais un pur produit de la troisième révolution industrielle. J'étais le candidat idéal, Et quoi. un modèle de réussite roubaisien alors. Bon, réussite, c'est beaucoup de mots, je ne m'en vante pas, mais il y a des tas de gens qui sont arrivés à ce niveau-là, Et alors hein. la politique dans tout ça, comment est-ce que c'est venu? Alors, mon parcours politique, c'est tout à fait autre chose. Depuis mon jeune âge, depuis que je suis adolescent, hein, et depuis d'ailleurs que j'étais en troisième au lycée, enfin l'équivalent de comment on appelle ça? De la classe avant d'entrer au lycée d'aujourd'hui. Avant, il n'y avait Voilà, pas dernière de année de collège, collège, voilà, quoi. dernière année de collège. J'avais 14, un prof, 14-15 ans, vous étiez déjà. voilà, j'avais un professeur d'histoire géo, Monsieur Whitman de mémoire, que j'aimais beaucoup, et il nous avait conseillé à la fin de l'année si on avait de l'argent, enfin, d'abord d'acheter, pour s'informer, le monde diplomatique. Eh ben, c'est ce que j'ai fait après. Il nous avait même conseillé, si on avait de l'argent, d'investir dans l'immobilier ou acheter du Deutschmark. Vous voyez, j'ai ces souvenirs-là parce qu'il a vraiment été, comment dire, un guide dans ma vie, quoi. Et donc, où est-ce qu'on en était? C'est à travers le monde diplomatique que vous avez. Voilà, que je me suis intéressé à la politique. Et donc, mais je restais de loin. Je suivais la politique de loin. Depuis l'âge de 16, 17 ans, je suivais la politique de loin. Et puis même mieux, j'ai toujours pensé que c'était une affaire de spécialistes, qu'il fallait passer des diplômes, etc.
Bon, par la suite, je me suis rendu compte qu'il n'en était rien. Euh, donc, Est-ce qu'il y a un parti à l'époque qui vous attirait en j'y particulier? arrive. Alors, à un moment donné, en 90, il y avait des débats à l'époque sur l'immigration. Est-ce que les immigrés sont sur les listes électorales ou pas? Enfin, les Français d'origine immigrée. Il y en a qui disaient non, non, surtout pas. Bref, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis, c'était un tournant dans ma vie où je me suis dit, stop, c'est quoi ma vie? Et qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, je vais aller aider les autres. Et aussi, où est-ce qu'on peut améliorer les choses? Eh ben, c'est dans les partis politiques. Alors, j'avais choisi aussi, je m'étais dit, bon, est-ce que je monte une association? C'était très en vogue hein, dans les années 83, 84, 85, etc. Beaucoup de jeunes, et en particulier les gens d'origine maghrébine, se sont engagés dans cette voie-là, en délaissant la politique. Ils sont engagés dans le monde associatif en délaissant complètement la politique. Bref, moi, en 90, je me suis dit, bon, association, non, c'est pas là qu'on règle les choses. Et puis c'est du divertissement, c'est du passe-temps, il faut avoir une passion. C'est comme ça que je voyais le monde associatif. Et le monde politique, alors la droite, il ne faut pas m'en parler jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc vous n'êtes pas de droite, vous êtes de gauche alors. Alors même ce terme est galvaudé aujourd'hui, je suis proche du peuple. La gauche, celle de François Hollande, mais c'est une gauche de droite. Justement, hein, j'y arrive en même temps que vous le dites, parce que c'est vrai que Avec Valls, vous êtes identifié, j'ai travaillé cette interview, donc j'ai regardé un petit peu votre parcours, et c'est vrai que vous avez toujours été très critique des partis traditionnels. Donc est-ce que vous pouvez nous dire, parce que ça fait le lien un peu entre au début où vous rejoignez des partis politiques, alors allez-y hein, si vous avez des anecdotes ou des choses que vous voulez dire, mais comment vous en arrivez et c'est quoi aujourd'hui votre constat avant d'arriver à votre liste et votre projet aujourd'hui que vous soumettez aux Roubaisiens? C'est quoi votre constat? C'est quoi la critique que vous faites justement de la gauche, la droite, les partis traditionnels? alors j'y arrivais justement. Donc j'ai choisi, je ne suis pas de droite. Le Parti communiste commençait à avoir, dans les fins des années 80, deuxième moitié des années 80, un discours bizarre sur l'immigration. Et je ne suis pas marxiste. Donc je me suis dit, les Verts, c'était pas la peine. À l'époque, il y avait trois tendances. Ceux qui disaient que l'écologie est de droite, ceux qui disaient que l'écologie est de gauche, et celles qui disaient les nini. On les appelait les nini, ni de gauche ni de droite. Donc j'ai dit tout ça, c'est pas sérieux. Et à l'époque, on se moquait d'eux, on cueille des fleurs, etc., etc. On n'avait pas conscience des enjeux climatiques dont on a aujourd'hui. Et ben, j'ai choisi le Parti socialiste. Alors je me suis dit, je suis entré au Parti socialiste et tout de suite j'ai vu comment ça se passait, quoi. J'ai fait des propositions, tant et si bien qu'en 3 mois, 6 mois, parce que j'ai eu 2 réunions en 6 mois. Qu'à la deuxième réunion, quand j'ai fait une intervention qui a été remarquée, on est venu me chercher en me disant, bon, on t'invite à faire partie du bureau politique. Ils étaient 7-8. Donc ça, c'est dans le parti local à Roubaix. À Roubaix, oui. D'accord. Avec Bernard Carton, enfin et d'autres. Henri Plancard, etc. Et il y a eu la guerre du Golfe. Il y a eu le traité de Maastricht que je n'ai pas avalé et j'ai lu, c'était un bouquin comme ça. Hein. Je me suis dit, mais c'est pas possible que le Parti socialiste vote pour ça, vote Maastricht. Comme Mélenchon à l'époque, c'était un baron du parti socialiste. J'ai dit, c'est pas possible. Et j'ai suivi Jean-Pierre Chevènement, qui avait démissionné et qui a créé le mouvement des citoyens. J'ai suivi Jean-Pierre Chevènement, mouvement des citoyens, mais en moins de 2 ans, tout s'est mal passé. Manque de démocratie, enfin bref, tout un micmac. J'ai dit, bah, c'est la même chose qui se passe au parti politique. Bref, j'ai quitté, et je l'ai quitté avec un certain nombre de collègues du mouvement des citoyens, parce que notre courant, c'était alternative citoyenne. Notre conviction, c'était que la politique doit se faire avec et pour les citoyens, vraiment une vraie démocratie. Donc, Alternative citoyenne, c'est une alternative politique portée par des citoyens. Et c'était le nom de la première liste alors que vous avez En 2001, voilà, en 2001, donc j'ai fini par me présenter et présenter notre programme. Et ce programme-là, je l'avais fait sur la base, comme vous disiez, sur un constat, une analyse, déjà dès 1995. Parmi toutes les crises, il y avait différentes crises économiques, sociales, etc. Il y avait la crise démocratique. Et je me suis dit,
parce qu'il y avait des affaires aussi, des gens de gauche et de droite trempaient le doigt dans dans le pot de miel. Les gens commençaient à se dire qu'est-ce que c'est que ces gens, qu'est-ce que c'est que ces voleurs. Et donc je me suis dit comment contrôler, il faudrait contrôler ces élus. C'est-à-dire que s'ils dévient de la bonne trajectoire, s'ils retournent leur veste, comme Van donc l'a fait entre 95 et 97, eh bien qu'ils soient exclus, quoi, qu'ils soient sanctionnés. Mais malheureusement, la loi le système dans lequel on est de démocratie participative permet aux élus, une fois élus, de faire un bras d'honneur à ceux qui les ont élus. Aucun contrôle. Et alors, donc là, 2001, vous avez créé cette première liste. Bon, j'ai pu suivre justement votre parcours et le fait que vous avez porté des listes quasiment à toutes les élections municipales depuis, sauf en 2020. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la liste que vous portez, est-ce que c'est la même liste? Est-ce que c'est le même projet? Ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont évolué? Est-ce qu'il y a des choses de différentes? Là, vous avez beaucoup parlé, disons, de ce qui vous, sur la forme, vous a conduit à créer une liste différente sur les enjeux, sur le cadre un peu démocratique. Mais sur la ville de Roubaix, à proprement parler. Alors, on va parler de la liste, mais peut-être juste avant, c'est quoi le diagnostic que vous faites de la ville de Roubaix? C'est quoi les sujets qui vous animent, qui vous motivent et sur lesquels vous avez envie d'inviter les Roubaisiens à participer et à regarder de près, et notamment en votant éventuellement Alors j'y pour vous? venais. Donc, à partir de 95, déjà, j'avais fait cette analyse de toutes les crises. C'est la crise démocratique qu'il fallait régler pour régler toutes les autres crises. Et donc, je me suis décidé à présenter une liste. Cette première présentation, donc, j'ai annoncé, alors, la meilleure des démocraties, c'est la démocratie directe. Et ça se passe par le biais d'une assemblée, d'une assemblée communale. C'est du municipalisme, en fait. Donc, je proposais ça déjà en premier projet, plus, et vous allez être étonné, la cantine gratuite, déjà à l'époque. Là, ils viennent de la reprendre en Dès 27. 2001, vous voulez Dès dire? 2001, et tout peut être contrôlé, hein. C'était la cantine gratuite avec d'autres propositions pour les jeunes, etc., etc. Mais la première des choses pour moi, et donc j'avais remarqué aussi la pauvreté elle montait et elle montait, elle n'arrêtait pas de grimper cette pauvreté, hein, comme une tache d'huile. Et donc je me suis dit, bon, l'urgence, il y a l'urgence sociale aussi. Donc j'ai cherché des mesures sociales, comme font en ce moment, mais maladroitement, ceux qui... Et donc, mais toutes les propositions que je faisais, elles étaient, comment dire, réfléchies. La cantine scolaire, par exemple, que je proposais, donc déjà la démocratie directe, c'est pour régler, les gens n'auront plus à se dire, bah oui, ils nous mentent, regardez, les promesses ne sont pas tenues, etc. Parce que leurs élus sortent de ces réunions dans l'Assemblée communale, donc ils se connaissent, etc. Et finalement, leurs élus signent aussi un contrat éthique, une charte d'éthique. C'est-à-dire que s'ils retournent leur veste ou s'ils ne font pas ce qui a été prévu par l'Assemblée communale, eh ben, ils sont sanctionnés. Alors on m'a dit justement, dans les débats que j'avais, on me dit, bah oui, mais non, mais tu peux pas faire de contrat. J'ai dit, si, on fera. Mais on ne pourra pas l'enlever de sa place. Alors moi, ce que je réponds là, à ces gens qui m'ont fait la remarque, que c'était pas possible, je leur dis, on va prendre, je suis désolé d'en parler, hein, c'est pas pour, comment dire, tirer sur l'ambulance, mais Delba, qui a été condamné pour Oui. escroquerie, il a écopé de 3 000 euros d'amende, enfin je sais plus, plus ou moins, et de 2 ans d'inéligibilité. Mais qu'est-ce qui lui fait le plus mal? Est-ce que c'est payer euh, cette amende? Est-ce que c'est les 2 ans d'inéligibilité qui lui font mal? Ou plutôt d'être jeté à la vindicte populaire? C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, combien de gens l'insultaient? Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Il y a comment dire, une situation d'honneur à respecter, quoi. Il se sent très sali. Et La ça lui fait très mal. popularité, la Donc, notoriété. voilà. Donc, quand on signe un document comme celui-là, charte d'éthique, on réfléchit à deux fois, parce que si on ne suit pas les règles,
on est sanctionné, la carrière politique est terminée. Donc ça, c'est une proposition que vous avez aujourd'hui encore, de dire Bien nous, sûr, les personnes de la liste, s'engageront et seront redevables et le cas échéant pourraient soit... ok. absolument, absolument. Et sur les mesures un peu, on va dire un peu plus concrètes par rapport, on va dire à l'opérationnel, hein, vous avez parlé des cantines gratuites, donc là, c'est un projet que vous avez Et encore. moi, je les explique depuis longtemps. Je ne cafouille pas. Et alors, en dehors Elles des sont cantines gratuites, complètement gratuites. est-ce qu'il y a d'autres Et en plus, il y a projets? autre chose que le candidat, les candidats qui la proposent ne savent pas, c'est qu'elle peut être financée aussi par l'État, par la région, par différentes collectivités. Et Est-ce qu'il y a d'autres mesures comme celle des cantines sur lesquelles que vous portez depuis un moment ou qui seraient nouvelles? Alors, est-ce que c'est le même programme ou est-ce qu'il y a quand même des évolutions? non, 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 il y a une évolution dans le sens où cette année, parce que j'ai eu le temps de cogiter, c'est que cette année, mais avant d'y venir, la cantine scolaire gratuite aussi, c'est pour ça que je dis mes idées triomphent aujourd'hui, c'est qu'elle est aussi proposée par Mélenchon Oui, à tous par leurs les candidats. programmes France Insoumise. Oui. Et je ne sais pas s'il en parle dans son programme, Guiraud. Alors, il viendra pour nous l'expliquer D'accord. justement et en Tout comme il discuter. ne parle pas que Mélenchon, en fait, c'est l'Institut La Boétie, c'est les têtes pensantes, dont le président est Mélenchon, qui leur prépare les lois. Et c'est un organisme qui, de lui-même, se présente comme étant un lieu Réflexion. d'élaboration intellectuelle de haut niveau et un outil comment dire, un outil de populaire pour l'éducation populaire. Mais donc, c'est un mouvement politique dont vous êtes peut-être proche alors? Ben oui, moi j'ai pas voulu. Alors, je me suis inscrit. Alors, ça va vous étonner. Euh, j'ai pas tout de suite suivi Jean-Pierre Chevènement, mais rapidement. Pour moi, c'était un baron du Parti socialiste. Ensuite, il a suivi un parcours de caméléon en quelque sorte. Quand il a vu en 2005, sur le traité constitutionnel, il était sur les tribunes ou du non au traité constitutionnel. Lui et un autre baron du PS. Bon, le nom me reviendra. J'étais étonné, d'ailleurs avec des camarades parisiens, on disait, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils avaient signé le traité de Maastricht, ici maintenant ils changent d'avis. Et on a fini par comprendre que, en fait, ils se cherchaient pour gagner des voix au sein du Parti socialiste pour se présenter aux primaires de 2007, je crois, hein, qui a été gagné par Ségolène Royal. Et donc, une fois qu'il a vu que c'était bouché, il a quitté en 2008, après les élections présidentielles, il a quitté pour créer son propre parti de gauche. Dans la foulée, il s'allie avec les communistes pour créer le front de gauche. À l'époque, je disais, mais c'est le Front national de gauche, parce que c'était visible qu'ils allaient viser les électeurs du Front national et donc faire des compromissions, et peut-être même changer leur discours. Et donc, je ne l'ai pas suivi. Et ensuite, alors, il était rose, Parti socialiste, il est devenu rouge, ensuite il est devenu vert. Il a commencé à parler dans ses discours d'écologie, de la crise climatique, etc., etc. Et de là, il est passé à la citoyenneté, avec Clémentine Autain. Donc il a fait toutes les couleurs. Dans sa trajectoire, en tout cas de ses voilà. mouvements, Mais ne moi, vous quand j'ai intéressez vu pas? qu'en 2011, il a fait, je crois, un peu plus de 10%, j'ai dit, il a réussi quand même à rallier tous les électeurs de gauche. C'était à peu près 11%. Ensuite, en 2011-2017, il a amélioré son score. Et en 2022, c'est là où il a explosé. Il a failli être au second tour. Bon, et moi j'ai voté pour lui. Et au fur et à mesure, au niveau national, je votais pour lui. J'ai même voté pour Guiraud, enfin n'importe quel candidat présenté par Mélenchon.
à la députation, je vote pour lui. Parce que Vous avez une sensibilité qui est du coup, hein, pour ceux qui nous écoutent, plutôt gauche et voire même gauche plutôt France Insoumise non, mais dans le fond. en fait, je me situe pas Mais dans. en quoi vous êtes différent? C'est ça justement Voilà. pour... Alors justement, alors je suis, j'allais dire un candidat différent. Non, c'est une liste différente des autres candidatures. On n'est pas, on est au-dessus des partis. Vous disiez justement, hein, et je pense que c'est intéressant que ceux qui écoutent le comprennent, c'est que vous n'étiez pas forcément, là vous êtes plus en tant que porte-parole de la liste démocratie directe, mais que vous n'êtes pas forcément le candidat Ah non, pour être maire. Est-ce que vous pouvez en dire quelque non, chose? parce que la candidature de la tête de liste, elle doit être décidée par l'ensemble de l'Assemblée communale. Et pas par un vote 50%, ça y est, t'es élu, ou 30%, non, c'est le consensus. Quelles sont ses qualités, quel est son passé, etc., etc., etc. Donc, et vous, vous n'êtes pas Et non plus dans moi, la logique. en plus, je ne suis pas du tout candidat à ce poste. Pourquoi? Parce que le poste de maire, c'est un poste de... Le maire travaille, normalement, il doit être disponible 24 heures sur 24. Il y a des tas de dossiers. Et moi, personnellement, bon, arrivé maintenant, là, ben, j'ai d'autres priorités, quoi. Enfin, j'ai d'autres obligations. Et donc, je ne pourrais pas, par honnêteté, assumer ce poste. Alors, donc, je ne propose pas ma Et est-ce que candidature. vous avez alors Et déjà une potentielle tête de liste pour votre liste ou bah, pas? jusqu'à maintenant, non. Personne ne sait encore. Bon, on n'est pas encore au complet, on n'est pas très nombreux encore jusqu'à maintenant, hein. On essaie de passer à la vitesse supérieure. Est-ce que c'est pour cette raison que vous n'aviez pas été aux dernières municipales? C'est parce que vous n'aviez pas eu un Non, non, nombre c'est suffisant? autre chose. Ici, donc, pour la tête de liste, on donne la priorité à une femme. Il faut le savoir. D'accord. Parce qu'on est aussi préoccupé par ces préoccupations-là des femmes. Et donc mais juste pour savoir, hein, là ça veut dire que des personnes qui éventuellement souhaitent se présenter peuvent en fait encore venir à votre rencontre, participer à votre groupe, votre liste et éventuellement devenir candidat, Ah, tête de liste. complètement, c'est ouvert. L'Assemblée communale a été créée. Il y a Facebook, une page Facebook Assemblée communale de Roubaix. Il y a mes propres pages Facebook, Rizoug Zeglash Mohamed Rachid ou Rachid Rizoug, c'est comme ça que je suis connu communément. Pas de site internet, pas encore. Il faudra qu'on le crée dans la foulée, après les élections ou avant si on peut. Ça coûte des sous. Les partis politiques, eux, sont financés par leurs partis politiques, etc. Donc nous, on part financièrement moins avantagés qu'eux. Et si vous avez alors, parce que comme on arrive presque à la fin de cet entretien, est-ce que il y a trois mesures ou trois priorités sur lesquelles vous voulez mettre le doigt pour permettre de comprendre un Bah là, je peu vais vous parler un langage imagé. D'abord, il faut faire le constat que tous les Roubaisiens partagent. Roubaix a sombré dans un océan de difficultés. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Et ce serait quoi Il faut les trois plus renflouer. grandes difficultés, ça serait lesquelles Oh, ben, pour vous? en priorité, c'est ce que je propose, le parcours formation-emploi. C'est-à-dire que c'est un travail en synergie avec toutes les forces vives de Roubaix. Pas seulement que les citoyens, mais les entreprises, les associations, les comités de quartier. Il y a tout un programme là-dessus. Et donc, c'est de faire venir des entreprises à Roubaix en leur proposant un contrat gagnant-gagnant. Donc, les entreprises, et surtout celles de la cinquième, on est depuis 15 ans dans la quatrième révolution industrielle, là on est en train de passer à la cinquième, la révolution 5.0. En priorité, c'est pour anticiper sur les emplois de demain. Donc, et les autres, hein, même celles qui ne sont pas dans ce domaine-là, c'est de leur dire, voilà, un chef d'entreprise fait de la prospective. Il sait à quel moment il va embaucher, s'il n'est pas trop stupide. Et quel type d'emploi il va proposer. Donc on lui dit, nous, vous faites cette prospective-là, et nous, de notre côté, on vous prépare les salariés sur les spécialités que vous voulez. Et ça se fait aussi en synergie donc avec les entreprises,
mais avec aussi les organisations d'insertion. Donc en fait, vous êtes quand même plutôt sur une question insertion, comment on fait pour mettre à l'emploi et puis former les Roubaisiens. Et est-ce qu'il y a sur la question de la sécurité, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à faire, des choses qui ne vont pas? Comment vous voyez-vous la question de la Je crois sécurité à que Roubaix? sur la sécurité, il faut être un peu plus sérieux que ce qu'on nous annonce là. L'un veut doubler la police municipale, l'autre aussi. Alors, et vous, du point de vue municipal, qu'est-ce que vous Ben, pensez écoutez, doubler les effectifs, c'est parce que les gens demandent. Ils pensent qu'en mettant plus de policiers, il y aura moins de délits. Mais je suis désolé, mais réfléchissons un peu. Les délits, vous croyez qu'ils s'annoncent, et vous croyez que les policiers peuvent arrêter un délit qui n'est pas encore commis? Ils n'agissent que quand le délit est commis. Donc il faut baisser. Pour la répression, tout simplement. Donc, ça n'aura aucun effet de doubler ou tripler les effectifs. Regardez la Poste. Elle a été braquée. Oui. Et vous avez donc, vous, plutôt des propositions sur la prévention? Oui, alors, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et puis aussi orienter les missions de la police municipale moins dans la répression. Ça, c'est le rôle de la police nationale. Bien sûr, la police nationale ne se plaint de ne pas avoir d'effectifs. Eh ben, il faudra voter pour un président qui en rajoute. Ce n'est pas le rôle de la police. Dès le départ, ça n'a jamais été le rôle de la police municipale. Monsieur Rizoug, je pense que. Alors, on n'a peut-être pas été au bout parce qu'il y a tellement C'est de bien choses à dommage. dire. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est de vous laisser maintenant vous exprimer en direct aux futurs électeurs de la municipalité pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Vous avez une minute. Et puis après ça, on devra clôturer l'émission. Alors, en une minute, pourquoi voter pour vous? Pourquoi rejoindre votre mouvement et votre liste? Non, moi personnellement, là, j'aimerais lancer un appel à tous les Roubaisiens qui nous regardent aujourd'hui et nous qui visionnerons cette vidéo prochainement, plus tard. Je leur lance un appel. Comme je vous l'ai dit précédemment, Roubaix a sombré dans un océan de difficultés. Et je vous appelle donc à renflouer ce bateau et à monter sur le pont. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Construisez votre ville. Ne déléguez pas votre pouvoir à des gens de partis politiques, dans lesquels vous avez ici les partis politiques de Roubaix. Il y a 3 pelés attendus dans chacun de ces partis. Ils ne vous représentent pas. C'est à vous de venir travailler ensemble dans l'Assemblée communale qui a été créée, avec les associations, un appel aussi aux associations, aux comités de quartier. Venez, discutons, construisons ensemble Roubaix. Il faut lui fixer, le renflouer et puis fixer un cap, celui de la prospérité de Roubaix et de ses habitants. Eh bien, c'est entendu, Monsieur Rizoug, merci beaucoup. On vous souhaite bonne continuation pour cette campagne. Et pour ceux qui nous écoutent, merci d'avoir été présents. N'hésitez pas à commenter, à réagir, à partager. C'est aussi avec ça qu'on a de plus en plus de moyens et de motivation pour poursuivre. On se retrouve ce dimanche pour 2 nouvelles interviews avec 2 autres candidats. N'hésitez donc pas. À très bientôt. Merci pour votre écoute.